La Pologne, un grand pays agricole, c'est là que nous allons nous rendre aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans Europe Hebdo, une émission que nous allons consacrer en partie à la réforme de la politique agricole commune. Mais d'abord, l'actualité dominée par la crise de la dette souveraine. La France et l'Allemagne peuvent-elles sauver la zone euro? C'est la question de la semaine. C'est devenu une habitude en Europe. Avant chaque sommet, ils prennent des décisions à deux, puis imposent leur vue à leurs partenaires. Eux, ce sont les Merkozy, le commando Merkel-Sarkozy, comme les surnomment leurs détracteurs, qui leur reprochent de vouloir mettre au pas l'ensemble de la zone euro. Tout a commencé il y a un an à Deauville. À l'issue de leur tête-à-tête, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont scellé un pacte. Ils se sont entendus pour réformer les règles de la zone euro en vue d'instaurer plus d'harmonisation en Europe sur les marchés du travail, la fiscalité ou encore l'âge de la retraite. Un accord conclu dans le dos de leurs partenaires. Mais depuis, les deux pays n'ont qu'un mot, la convergence. Cette convergence franco-allemande, c'est beaucoup plus qu'un symbole. C'est à mes yeux une nécessité vitale pour nos deux nations et pour l'Europe tout entière. Un pas de deux pas toujours bien accordé. L'Allemagne a tardé à venir en aide à la Grèce. Et si Berlin assure aujourd'hui qu'il ne laissera pas tomber son partenaire grec, ses intentions ne sont pas très claires. Mais le temps presse pour la Grèce. Alors Paris et Berlin peuvent-ils vraiment sauver la zone euro ? Et nous avons été rejoints sur ce plateau par Pascal Canfin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen du groupe des Verts et membre de la commission des affaires économiques ici au Parlement européen. Alors on le voit, la France et l'Allemagne entendent prendre le contrôle des opérations dans la zone euro. Est-ce qu'ils sont vraiment en mesure aujourd'hui de sauver la zone euro? Oui, le sujet qu'on vient de voir laisserait penser qu'il y a un leadership franco-allemand qui impose ses vues. Mais le problème, c'est que depuis 2 ans, justement, il n'y a pas de prise de décision qui soit à la hauteur des enjeux. Et donc, on n'a même pas de leadership. On a vaguement un couple franco-allemand qui essaye tant bien que mal de trouver des choses en commun et ensuite de les proposer aux autres. Mais on n'a pas de leadership. Et comme on n'a pas non plus de leadership du côté de la Commission européenne, eh bien finalement, il n'y a pas de pilote dans l'avion européen et un avion sans pilote, ça s'écrase. C'est un coup de poker, ce que font l'Allemagne et la France, c'est un coup de poker, comme l'a dit hier Jacques Delors, l'ancien président de la Commission européenne. Je pense que oui, il y a des considérations de politique nationale qui entrent en jeu du côté français et du côté allemand, mais au-delà, la question maintenant qui est posée, c'est est-ce qu'on veut garder l'euro? Si on veut garder l'euro, il faut aller vers un saut fédéral, vers une union économique et politique. Et peut-être qu'on n'ira pas tous ensemble dans cette direction. L'Europe s'est constituée petit à petit avec un noyau dur historique, puis ça s'est élargi. Peut-être qu'on est à un moment de l'histoire où on doit repartir à 5, à 10, peut-être certainement pas à 27, vers une intégration plus poussée au sein du système communautaire, mais avec un noyau dur qui met par exemple en commun les questions fiscales, qui sort de la règle de l'unanimité, parce que la solution franco-allemande ou la solution intergouvernementale, c'est toujours le plus petit dénominateur commun. Puisque comme c'est de l'intergouvernemental, il y a un droit de veto pour chaque État. Alors une fois c'est la Finlande, une fois ce sont les Pays-Bas, une fois c'est la République tchèque, une fois c'est la Slovaquie qui tire vers le bas. Alors, en même temps, en France, on voit que le Premier ministre François Fillon ne cesse de répéter qu'il faut aller vers plus de convergence, notamment entre la France et l'Allemagne, et notamment sur les questions fiscales. Est-ce que la France n'est pas en train de préparer l'opinion à une convergence pour l'an prochain? Vous y croyez à ça? Moi, je crois qu'il faut aller dans cette direction. Ce que je constate, c'est que plutôt que d'avoir un raisonnement global sur cette convergence, François Fillon veut converger quand ça l'arrange et ne veut pas converger quand ça ne l'arrange pas. Par exemple, le modèle de gouvernance des sociétés allemandes qui donne une plus grande part de responsabilité aux salariés et aux syndicats, jamais il en parle, alors qu'on pourrait très bien imaginer de dire que c'est aussi un des éléments du succès allemand. Bon. Donc il faut regarder l'ensemble du tableau, mais effectivement, je pense qu'on va vers on a un choix historique. Soit on revient vers des nationalismes, vers des souverainismes, et on prend vraiment le risque de détricoter le seul acquis commun, c'est-à-dire l'euro, et on se contente d'une union finalement économique et à des marchés comme l'imagine le Royaume-Uni, ou alors on fait un saut fédéral et un saut démocratique. On est vraiment à la croisée des chemins.
Alors hier, Nicolas Sarkozy a dit sur un ton très solennel que la crise était sans précédent, qu'elle était très grave. Est-ce que effectivement la situation, vous pensez que la situation est grave dans la zone euro? Est-ce que l'euro est l'avenir de l'euro est menacé? On ne peut pas avoir une monnaie unique avec des économies qui divergent, sans avoir en plus des mécanismes de redistribution. Imaginez qu'on soit uniquement sur la France. On aurait une monnaie unique sur la France, ça s'appelait le franc. À chaque fois qu'il faut que l'Île-de-France fasse un transfert financier vers le Limousin, donc une région riche vers une région pauvre, il fallait qu'il y ait des négociations sans fin pour savoir combien le contribuable francilien allait reverser. On voit très bien que ça ne peut pas fonctionner. Et l'euro, c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il faut que la Finlande ou l'Allemagne fassent un léger transfert financier vers la Grèce ou le Portugal, c'est des négociations sans fin. Et donc soit on dit, on est dans le même bateau, on est ensemble, on a une communauté de destin et on met en place les mécanismes redistributifs avec des mécanismes évidemment fédéraux de contrôle des budgets, puisqu'à ce moment-là on crée un espace politique commun. Et c'est ça le projet qui est devant nous. Soit on ne fait pas ça et on risque évidemment de sortir de l'euro. Donc ça, c'est les réformes à l'intérieur de la zone euro. Il y a aussi des choses, des propositions qui ont été faites depuis le début de cette crise pour limiter la possibilité que les marchés ont d'attaquer la zone euro. Vous-même, vous étiez le rapporteur d'un texte important qui est passé hier soir, qui vise notamment à interdire la spéculation sur les CDS souverains. Expliquez-nous en quelques mots quelle est la portée de cet accord. Alors, cette semaine, il y a eu cet accord et c'est la première fois que l'Union européenne interdit une, entre guillemets, innovation financière. C'est-à-dire les marchés ont créé un outil qui s'appelle les CDS, qui permet de spéculer. Je ne rentre pas dans le détail. Et cet outil-là, un outil spéculatif. Il a été utilisé contre la Grèce, contre l'Espagne, contre le Portugal, contre l'Italie. Et on a enfin pris la décision cette semaine, grâce quand même très très largement au combat qu'on a mené ici au Parlement européen, d'interdire cette pratique. C'est la première fois depuis la crise, et même avant, que l'Union européenne interdit une pratique sur les marchés. Donc c'est un pas en avant important, c'est un message politique extrêmement fort, puisqu'on sera la première zone au monde à interdire cette pratique spéculative sur les dettes souveraines. Elle sera en vigueur concrètement quand? Ce sera en vigueur pour tous les futurs contrats de CDS à partir du 1er novembre 2011, donc dans quelques semaines. Merci Pascal Canfin d'avoir été notre invité. On poursuit cette émission. La crise met les dirigeants au pied du mur, sous la pression des marchés. Un accord institutionnel est intervenu en Belgique. On en parle dans un instant. C'est notre zapping de la semaine. Pas de gouvernement, pas de problème pour la Belgique. Les querelles politiques ont privé le pays de gouvernement fédéral pendant 15 mois. Un gouvernement à faire courante avec des pouvoirs limités à gérer le pays. Mais pendant que l'Europe a plongé, victime d'une grave crise économique, les Belges sont restés inconscients du chaos qui les entourait. Finalement, beaucoup de pays devraient fonctionner sans gouvernement. Flamands et Wallons qui tombent d'accord, l'événement est suffisamment rare pour être qualifié d'historique. Il est tard dans la nuit de vendredi à samedi quand les 8 partis francophones et néerlandophones quittent la table des négociations pour une fois avec le sourire. Après 2 mois de débat, ils ont réussi à s'entendre sur les derniers points d'une réforme des institutions. Une nouvelle Belgique est sur les rails car la crise politique est terminée. C'est ce qu'annonce ce mardi Elio Di Rupo, le chef du Parti socialiste francophone. Après 18 mois de vide du pouvoir, un accord a été conclu samedi entre les 8 partis traditionnels flamands et francophones. À la clé, la formation d'un gouvernement dont Elio Di Rupo devrait prendre la tête. Si on n'avait pas trouvé un accord sur le plan institutionnel, c'eût été un drame et peut-être en quelque sorte la fin de notre pays. Voilà, nous sommes toujours à Bruxelles, au Parlement européen, en compagnie de Marcel Sel. Bonjour. Vous êtes auteur, chroniqueur, auteur du blog de Sel. Et vous venez de publier Secret, un portrait assez virulent de Bart De Wever. Alors, expliquez-nous exactement ce qui se passe en Belgique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la Belgique est sauvée, qu'il y aura enfin un gouvernement ici? Alors, on aura un gouvernement très probablement. C'est pas encore tout à fait sûr. On a résolu le problème institutionnel, c'est-à-dire le rapport entre les deux grandes communautés et les régions qui sont toutes autonomes. Et donc maintenant qu'on a résolu ça, on peut commencer à former un gouvernement de façon traditionnelle comme on le fait dans d'autres pays. Mais c'est un pas important ça quand peut même. Prendre des mois aussi, cet accord, c'est un pas important. Alors cet accord, on peut dire que c'est un pas important du point de vue de ceux qui l'ont négocié. En même temps, c'est un pas qui ne résout pas les problèmes communautaires.
C'est un accord qui finalement permet de continuer à avancer un petit peu, mais ça ne résout pas le problème crucial, le problème de fond, qui est finalement la question de l'autonomie de chaque communauté ou de chaque région, c'est-à-dire entre les Flamands, les Wallons, les Bruxellois. Il y a la question de Bruxelles qui est enclavée en Flandre, mais qui ne L'organisation de la Belgique n'est pas forcément simple à comprendre. Alors oui, voilà, oui, il faut. Mais vous nous dites que donc, pour l'instant, ces problèmes-là ne sont pas résolus. Non. Ça veut dire en clair qu'on peut encore attendre des mois et des mois avant de voir non. un gouvernement enfin. Alors, en pour un gouvernement, là, en fait, c'est la crise, enfin, les problèmes économiques qui ont fait que certains partis se sont réveillés, notamment les chrétiens démocrates flamands, et sont rentrés dans une logique de gouvernement. C'est eux qui avaient, en 2005, Herman Van Rompuy d'ailleurs, qui en 2005 avait dit « Si la Flandre veut obtenir ce qu'elle veut, elle doit refuser d'aller dans un gouvernement belge tant qu'elle n'aura pas... » Donc, en fait, les francophones, les Wallons, ont négocié avec le couteau sous la gorge. Et ils ont refusé cette logique jusqu'à il y a très peu de temps. Et de son côté, les chrétiens démocrates flamands ont refusé la logique d'un accord négocié jusqu'à il y a très peu de temps aussi. Et bon, on voit ce qui se passe. Enfin, il y a le Dexia est arrivé. Je pense que les politiques ont senti le vent tourner un petit peu économiquement. Moody's menaçait de rétrograder la Belgique, etc. Enfin bon, on a un très gros problème. On doit trouver 10 milliards d'euros pour équilibrer le budget. Ça, c'est aussi la conséquence de l'échec de l'accord sur la formation du gouvernement. Le fait qu'aujourd'hui la Belgique se retrouve dans une situation... Non, c'est l'inverse. C'est parce c'est parce qu'on sentait que la situation économique devenait gravissime. Enfin, gravissime, c'est un grand mot. Hein. La Belgique est un pays assez riche quand même. Mais poser un problème à long terme, oui, cet accord a été conclu. Finalement, c'est quoi le danger aujourd'hui pour l'avenir de la Belgique? Est-ce que quelqu'un comme Bart de Wever représente effectivement ce danger? Bien, il faut savoir vous êtes très sévère dans votre ouvrage que vous publiez. Oui, absolument. Mais bon, j'étais farfouillé là où peu de gens ont été farfouillés, en effet, au niveau de la nature de son parti. Donc ce sont les nationalistes flamands. Ils représentent aujourd'hui en intention de vote dans les sondages quelque chose comme 35%. Donc des votes néerlandophones, et tous les partis nationalistes flamands ensemble, environ 42-43%. Donc c'est considérable. Ça veut dire que eux, ils n'acceptent pas l'accord qui a été signé au niveau institutionnel. Et ça veut dire qu'il y a une force politique en Flandre qui reste extrêmement forte et qui peut faire basculer les choses, par exemple, au municipal de l'année prochaine. On suivra ça, en tout cas, prochainement. Merci beaucoup, Marcel Sel. On va aller cette semaine en Pologne à la rencontre d'agriculteurs qui se plaignent de recevoir moins d'aide de l'Europe que leurs voisins. On retrouvera François Baudonnet avec Patrick Lejaric pour en parler. Mais d'abord, ce reportage tourné en Pologne, il est signé Germain Andrieux. Regardez. La Pologne appartient à l'Europe depuis 2004. C'est aujourd'hui la deuxième économie la plus dynamique des 27. Mais la Pologne, c'est aussi la culture de la terre. Près de 15% de la population active travaille dans l'agriculture, soit 4 fois plus qu'en France. Là, mon exploitation, vous voyez, c'est à peu près 650 hectares. Avec 650 hectares et plus de 400 vaches, on peut dire que Yann est une exception. Ici, les grandes exploitations sont plutôt rares. Seul 1% dépasse les 100 hectares. Dans la famille, on est dans l'agriculture de père en fils depuis plusieurs générations. Moi, j'ai réalisé que j'avais ça dans mes gènes. Alors, j'ai décidé d'acheter une ferme d'État dans les années 90. Après l'expérience communiste, les grandes exploitations ont disparu. Le paysage agricole polonais d'aujourd'hui, c'est surtout des petites fermes traditionnelles. Il faut comprendre que ce genre d'exploitation, là, comme la mienne, c'est ce qu'il y a de plus dur à gérer. Il n'y a pas beaucoup de gens ici qui veulent s'en occuper. Il faut à la fois des financements, du savoir-faire, et il faut même gérer la comptabilité.
Ce que je pense des aides européennes, c'est qu'elles doivent dépendre avant tout du niveau de production et des efforts pour moderniser l'exploitation. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est avant tout des aides sociales. Et ça, c'est vraiment pas juste. D'autres agriculteurs ont fait le choix de la modernisation. C'est le cas de Lech et ses 15 hectares de cerises et de pommes. Salut Yannick. Alors cette récolte, tout se passe bien? Vous voyez, ces pommes sont destinées au marché local et une partie est exportée vers la Russie. Avec ses 15 hectares, la taille de ce verger est plus représentative du paysage agricole polonais. Mais Lech est compétitif, il a tout misé sur la modernisation. Et à la clé, des aides européennes pour financer ces nouvelles structures. 40% des nouveaux investissements, avec un plafond de 100 000 euros. La modernisation est une nécessité pour l'agriculture. Sans elle, eh bien, il serait impossible de se développer. Sans ces conditions de production, nous ne pourrions pas être compétitifs. Nous serions condamnés à disparaître. Et aujourd'hui, la Pologne, c'est plus de 2 400 000 exploitations. La plupart sont de petite taille. C'est le cas de celle d'Henrik. Une ferme pas vraiment moderne, plutôt traditionnelle, 21 hectares et 25 vaches. Et comme de nombreux Polonais, il a aussi son petit potager. Vous voyez ça, c'est de grosses citrouilles. C'est pour notre repas et c'est tout frais. Vous voyez comment elles sont? Elles sont énormes, non? Rien n'est destiné à la vente, c'est bien sûr pour sa propre consommation. Son exploitation, Henrik le sait, ne sera pas reprise par ses enfants. Son seul combat aujourd'hui, c'est de continuer à en vivre et de pouvoir compter sur les aides de l'Europe. Je vais vous dire ce que j'en pense. Je voudrais que tous les pays d'Europe soient traités de la même façon, avec les mêmes subventions pour tout le monde. Vous savez, il y a des rumeurs qui disent qu'on va couper les aides directes. Si ces aides directes disparaissent, je trouve ça inadmissible. Henrik, le petit agriculteur, Jan, le grand céréalier, et Lech, qui mise tout sur son développement. 3 visages d'une agriculture polonaise à plusieurs vitesses. Tous devront s'adapter en 2013, l'heure où les règles de la PAC. Voilà pour notre grand reportage en Pologne signé cette semaine Germain Andrieux. Alors nous sommes avec Patrick Le Yarrick, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen de la gauche unitaire européenne. Vous appartenez à la commission de l'agriculture ici au Parlement européen. Vous êtes vous-même fils d'agriculteur de Pontivy. Oui. Quand on voit ces agriculteurs polonais, on voit bien ces 3 types, je dirais, d'exploitations différentes. Est-ce que la politique agricole commune, qui est en train d'être réformée, là, actuellement, est-ce que l'un des objectifs de la politique agricole commune, c'est d'harmoniser? Est-ce qu'il y aura, à la fin, finalement, plus qu'un seul type d'agriculteur? L'harmonisation des revenus et l'aide aux conditions de travail, ce serait nécessaire, mais malheureusement, au-delà d'un certain nombre d'objectifs qu'on peut soutenir, ça n'en prend pas le chemin, parce que tant qu'on n'ira pas vers une rémunération du travail par des prix de base, au moins pour une certaine quantité de production, on aura toujours les injustices dont on parle. Et d'autre part, tant qu'on aura un système d'aide qui sera à la surface et non pas à l'actif, on aura toujours ces inégalités, ces difficultés. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change? Le système d'aide de lui-même, aujourd'hui, est à la surface. Autrement dit, plus vous avez de surface, plus vous avez d'aide. Il y a même des gens qui ont beaucoup de surface, qui ne sont pas agriculteurs, et qui ont beaucoup d'aide. Alors c'est ça, la Commission veut le changer, et c'est un bien. De même, elle veut plafonner, commencer à plafonner les aides, ce qui est aussi positif. Le seuil est un peu trop élevé à mon goût, on pourrait l'abaisser. Mais tant que l'aide ne sera pas sur l'actif, c'est-à-dire dans une famille, les membres d'une même famille, pour favoriser l'emploi et le travail, on aura les inégalités qu'on constate. C'est-à-dire qu'il faudrait, selon vous, que les aides soient en relation avec le nombre de personnes qui travaillent sur l'exploitation, par exemple? Un des critères essentiels, il faudrait une conditionnalité sociale, c'est-à-dire favorable à l'emploi, évidemment des conditionnalités écologiques.
dont on commence à parler et de vie territoriale, en tenant compte évidemment des différentes agricultures. Entre l'agriculture de montagne et la grande agriculture de plaine, il y a des différences, donc il faut aussi là des conditionnalités qui sont pour partie prévues, mais il faudrait beaucoup accentuer cela. Il faudrait aller plus loin. Alors, l'un des agriculteurs de ce reportage dit il y a des pays où en fait, pour la même exploitation, pour la même production, on touche beaucoup plus d'aide. Alors c'est vrai, parce qu'en France, on sait que par exemple, entre un agriculteur français, un céréalier français par exemple, et un céréalier polonais, le rapport est de 1 à 3 en faveur de l'agriculteur français. Est-ce qu'il faut changer ça ? Oui, il faut changer parce que d'abord, l'essentiel aujourd'hui des crédits publics, 80% vont aux alentours de 20 à 25% des exploitations et donc c'est les plus gros qui en profitent. Donc il faut harmoniser cela, il faut beaucoup plus de justice dans la répartition des aides et avec, j'insiste sur cette question, une juste rémunération du travail par les prix. Du travail et des investissements qui sont nécessaires d'ailleurs, qui coûtent très cher. Alors là, aujourd'hui, il y a une grande discussion puisque la Commission européenne propose de réformer la politique agricole commune avec une entrée en vigueur en 2014. Est-ce que vous trouvez que les grands axes de cette réforme sont bons ? Les défis que soulève le commissaire, les objectifs qu'il énonce ne sont pas mauvais, sont plutôt intéressants. Et c'est différent de ce que nous avons connu précédemment. Mais après, nous restons dans un cadre qui est celui quand même des négociations internationales de l'Organisation mondiale du commerce et sur les sillons de la réforme de 2003, avec tous les inconvénients qu'elle a eu contestés par tous les syndicats agricoles sans exception. Donc c'est ce fond-là qu'il aurait fallu changer, qu'il faut changer. Alors nous avons plusieurs mois de discussion, nous souhaitons pouvoir le faire, compte tenu du fait c'est qu'on est en codécision. Pour la première fois, une réforme va se faire, c'est Parlement, Conseil et Commission. Alors on va repartir en Pologne juste un instant, oui. On fait ça chaque semaine parce que les personnes que vous avez vues dans le reportage ont 2 questions à vous poser. Regardez. Moi, j'aimerais bien que toutes les aides soient égalisées. Mais j'ai entendu qu'avec l'arrivée de pays plus pauvres que la Pologne, tout risque de s'arrêter. Où est vraiment la vérité ? Ma question est très simple. Est-ce que toutes les procédures doivent être aussi compliquées, aussi détaillées ? Car actuellement, le système des aides européennes est beaucoup trop compliqué. Bon, alors la première question, vous l'avez un peu déjà évoquée. En ce qui concerne la deuxième question, un agriculteur français pourrait dire la même chose finalement. Exactement. Aujourd'hui, d'abord, il y a des conditions très drastiques. On oblige à des mises aux normes dont certaines sont certes nécessaires, mais d'autres sont totalement superflues. On se demande à quoi ça sert, avec une bureaucratie incroyable. On ne sait pas où on se trouve. Mais est-ce que la bureaucratie, ça ne sert pas aussi à tenter d'éviter les abus ? On parlait tout à l'heure de la reine d'Angleterre. On sait qu'il y a des aéroports, par exemple, qui touchent les aides de la politique agricole commune. Bien sûr, mais vous avez vu que l'expérience montre que ces gens-là continuent de toucher malgré cette bureaucratie. Et la bureaucratie donc, et les dérives. Voilà, donc il faut simplifier tout ça. Il faut évidemment des contrôles. Tout ça est nécessaire, mais pas toute cette paperasserie qui embarrasse les gens. Il faut simplifier beaucoup. Alors dans la réforme de la politique agricole commune, il y a un point très important, c'est le souhait de la Commission européenne de verdir l'agriculture européenne, donc qu'elle soit plus respectueuse de l'environnement, etc. Est-ce que vous trouvez que Bruxelles va assez loin dans ce domaine ? Il y a des efforts qui sont faits. Les bandes d'herbage nécessaires, il y a toute une série de choses qui sont faites. Mais franchement, on ne peut pas dire d'un côté qu'on est pour le verdissement et la défense de la planète quand on va importer la quasi-totalité de nos protéines, qui sont produites comment ? Qui sont produites en détruisant la forêt amazonienne pour une bonne partie, qui sont produits à partir d'organismes génétiquement modifiés. De même pour le manioc, avec des coûts de transport énormes. Donc,
si nous parlons de ce sujet, ce n'est pas tellement telle ou telle exploitation. Évidemment, il y a des efforts qui doivent être faits, mais ceci est marginal par rapport aux grands enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui. Aujourd'hui, nous exportons en quelque sorte nos pollutions vers d'autres pays en réimportant et en nous mettant nous-mêmes en difficulté, puisque d'une part, nous sommes dépendants, nous payons cher et nous refusons toujours, il n'est pas du tout prévu de plan protéines aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Patrick Le Yarrick d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin d'Europe Hebdo. On se retrouve avec Katia Gilder. Ce sera la semaine prochaine. D'ici là, bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires.